Merci beaucoup Manon, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Quant à nous, ça roule évidemment aussi aujourd'hui. Sud Radio, ça roule, 11h30. Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et oui, ça y est, ce Noël 2020 est derrière nous. C'était hier, nous sommes le 26 et nous sommes ravis d'être en votre compagnie. Salut Pierrot. Salut Malolo, t'as eu des beaux cadeaux? Ouais. Alors moi j'ai eu des jolies petites voitures sous le sapin, j'ai une voiture télécommandée, non je vous raconte des blagues en fait, j'ai eu d'autres choses sous le sapin de Noël et j'espère que le Père Noël a été gâté avec vous. Le Pierre Noël va bientôt venir rendre visite à Laurence Perrault d'ailleurs. Pourquoi ? Bah attends quand même, depuis le temps qu'on se connaît, va quand même falloir que je vienne avec ma grosse hotte. Ah, toi t'appelles ça une hotte. Ah, il y en a qui appellent Oui, ça ou un gros popole, c'est un coffre. peu différemment. Allez, joyeux Noël, vous l'avez compris, c'était hier. On est en train d'attaquer la dernière semaine de cette année si particulière. Et évidemment, nous on fera tout pour que l'année 2021, vous le savez, elle soit une belle année tous ensemble puisque Sud Radio restera à vos côtés. Salut Chloé Lebé. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Notre jeune journaliste aujourd'hui, puisque notre Gaspard profite d'une semaine de vacances, il sera de retour avec nous samedi prochain, mais c'est la jolie Chloé qui nous rejoint. C'est attention, ça roule est tenu par des nanas aujourd'hui. Eh ouais, qui a dit que Qu'est-ce le que c'est que milieu de cette la histoire voiture, c'était que Qu'est-ce masculin? que c'est que cette histoire où je me ben retrouve en infériorité numérique? Mais Ouais. qu'est-ce que c'est que ça? Bah, bien Hein sûr, bah, de temps en temps ça fait du bien, tu vois, se remettre les pieds sur terre c'est bien aussi. Et on le sait de plus en plus, l'auto est aussi le milieu des nanas. Quoi qu'il en soit, on va parler de plein de choses aujourd'hui pour ce samedi 26 avec un gros coup de cœur que nous avions eu déjà les années précédentes. Nous allons continuer évidemment de leur donner la parole tous les ans, les autos du cœur. Mon Pierrot, ou comment une association vient en aide à travers les voitures à ceux qui en ont le plus besoin. Oui, voilà, c'est pas sans rappeler une autre association qui donne à bouffer à ceux qui en ont besoin. Ben là, l'idée, c'est de donner de la mobilité à ceux qui en ont besoin. Si vous êtes des habitués de Ça roule, ça va vous parler parce qu'on en avait déjà parlé sur les années précédentes. Mais quel meilleur moment pour en parler qu'aujourd'hui en plein Noël. Et puis, on va aller faire un tour de Malolo du côté de l'Observatoire CTLM. Est-ce que tu sais ce que c'est que l'Observatoire CTLM? Eh ben, c'est un observatoire qui Voilà, s'appelle CTLM. qui regarde et qui regarde de très près une étude européenne sur l'usage de notre voiture, sur comment ça a évolué notamment dans cette période de confinement. Est-ce que les Français roulent davantage ou moins que les collègues européens? Et surtout, qu'est-ce que ça a changé dans nos habitudes de consommation de l'automobile sur ces derniers mois? Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant et ça met en valeur un fait, c'est que la voiture reste essentielle dans nos besoins aussi au quotidien. Exactement. Et attention, on fera le point aussi sur cette année 2020 avec eux sur le secteur automobile économiquement extrêmement fragilisé. Et vous allez voir qu'il ne s'agit pas uniquement de la France, mais que l'étude porte sur la planète entière. Autre étude également que nous allons partager en votre compagnie, c'est celle qui nous donne un petit peu à regarder la façon dont les Français profitent des vacances de Noël et du Nouvel An, mais surtout puisqu'on parle de ça roule donc de la route, les projets de vacances, et est-ce que les Français vont prendre leur voiture, est-ce qu'ils vont bouger sur le territoire, etc., etc. On fera un point avec le baromètre de Mondial Assistance et ce sera dans quelques minutes. Et puis, eh bien, mon Pierre, on va revenir également sur cette grande étude qui a prouvé que le diesel respectait vraiment les normes pollution, et puis le fameux malus au poids. Ouais, ça c'est marrant parce que d'un côté on a toute l'ambiguïté un petit peu, toute la singularité du discours gouvernemental où d'un côté il y a les études scientifiques qui nous disent tout va mieux et notamment qui disent aussi bien sûr que les véhicules mis en circulation respectent les normes mises en place et de l'autre côté eh bien ce langage politique qui consiste à lancer un haro sur le diesel. Moi franchement j'ai toujours pas compris pourquoi et je rêve du jour où on va reconfier ce débat aux scientifiques. Exactement, on en parlera avec notre expert mobilité et environnement de 40 millions d'automobilistes, monsieur Fabrice Godefroy, qui sera avec nous, il n'y a pas de T, sera, non, même s'il est très 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 sympa, il sera avec nous, Fabrice Godefroy. Allez, tout de suite, le tour d'horizon, des coups de cœur, des coups de gueule, des coups de sang, et on commence avec notre jeune journaliste Chloé. Sud Radio, ça roule. Alors moi, ça va être un coup de cœur pour le site. Ça va être un coup de cœur, excusez-moi, pour le site Bristol Street Motors. Donc en fait, le site s'est amusé à imaginer un traîneau automobile pour le Père Noël à la place des traditionnelles rennes. Nous pensons qu'il mérite une petite amélioration, souligne d'ailleurs le site. Alors de la Volkswagen à la Tesla, en passant par la Mini, Bristol Street Motors a listé les modèles que pourrait choisir Papa Noël. Et une chose est sûre, il y a l'embarras du choix.
Bon, bah très bien. Alors, il a choisi quoi, alors, le Père Noël? Parce que moi, si j'étais lui, j'en choisis une qui roule vite, parce qu'il y en a quand même beaucoup de maisons à faire, hein. Bah alors, Bristol Street Motors penchait plus pour la Tesla. D'accord. Voilà. Bon, c'est pas qu'elle roule vite, mais surtout qu'il va pas faire longtemps parce que c'est une voiture électrique, donc Ça fait pas de il y bruit. a un moment. Ben oui, mais en autonomie. Ah bah, il va pas rouler beaucoup. Ça, c'est sûr que le À moins Papa Noël, il va avoir du mal. À moins qu'il ait un super chargeur. Moi, attention, c'est un coup de sang et qui va me permettre d'annoncer quelque chose, peut-être pour vous prévenir d'une arnaque qui revient actuellement en force. La fameuse arnaque au rétro, et on en parle de plus en plus en ce moment. C'est retombé encore aujourd'hui, où c'est une dame âgée de plus de 80 ans dans les Pyrénées-Orientales qui vient de perdre 400 € à cause de ce qu'on appelle l'arnaque au rétro. Donc c'est une escroquerie qui prend de l'ampleur, donc faites attention, je vais vous expliquer le principe. La filouterie consiste à faire croire à la casse de son rétroviseur par un ou une automobiliste qui conduit un autre véhicule. Ensuite, cette personne qui, soi-disant, a eu son rétroviseur cassé par vous-même, alors vous en êtes même pas rendu compte en la doublant ou etc., en passant à côté, va vous demander une réparation à l'amiable au soi-disant casseur, donc vous, mais en fait c'est vous qui allez être la victime, évitant ainsi à ce dernier d'avoir à payer une franchise. En plus de ça, elle vous propose, il ou elle, de vous emmener au distributeur d'argent le plus proche pour que vous puissiez tirer de l'argent, et la victime devra s'acquitter en liquide de remboursement du dit rétro, donc entre 200 à 400 €, voire plus selon les modèles. Voilà, le tour est joué et vous vous faites avoir. Donc si jamais quelqu'un vous dit « vous m'avez cassé mon rétro », sauf si vous le faites et que vous avez conscience de l'avoir fait vraiment, eh bien vous dites « on fait un constat, monsieur, on fait un constat, madame, on ne va pas au distributeur d'argent ». Attention, ça s'appelle l'arnaque au rétro, et cette escroquerie est en train de reprendre du poil de la bête partout en France. Ça roule vous aura prévenu, et pensez à nous si ça vous arrive, vous direz « ah, vous n'allez pas m'avoir, c'est constat ou c'est rien, monsieur ». Et toi, mon Pierrot? Moi, c'est un petit coup de larme, quelque part, parce que bien sûr, il y a beaucoup de radios concurrentes, et croyez-moi que vous avez choisi la bonne en étant sur Sud Radio. Mais il y avait déjà pas beaucoup d'émissions qui étaient consacrées à l'automobile et à l'automobiliste. Eh bien, croyez bien que c'est sincère. Une émission vient de s'arrêter, c'était l'émission de Jean-Luc Moreau, qui est un journaliste auto bien connu, qui était sur une radio concurrente. Et voilà, c'est un petit coup de larme, parce qu'avec Laurence, quand on avait imaginé cette émission, quand on avait proposé cette émission aussi à l'époque à Sud Radio, eh bien, on avait souhaité être le samedi pour justement ne pas être en porte-à-faux avec cette émission du dimanche sur l'autre radio, et puis vous permettre d'écouter les deux. Bref, on avait ce côté un petit peu sympa, on aimait beaucoup ce qu'il faisait, et puis il jouait un petit peu dans la même cour que nous, Jean-Luc, parce qu'il aidait aussi, il nous aidait à partager les infos. Et voilà que cette radio, je me demande si elle n'est pas touchée par l'esprit du politiquement correct, qui veut taper sur la voiture. En tout cas, elle disparaît, cette émission, et ça me rend triste. Cependant, ce qui me rend gai, c'est mon coup de cœur, eh bien, c'est que Sud Radio, avec Ça roule, eh ben, ça continue, on est à vos côtés, et croyez-moi que ça, c'est pas prêt de s'arrêter. Tant qu'on est en vie avec Lolo, on sera là. Voilà. On va s'accrocher au studio de Ça roule, et on va s'accrocher à vos pneus. On vit vieux chez les Perrault. Vous allez l'entendre encore pendant 50 ans, c'est moi qui vous le dis. J'espère en tout cas, on verra bien. Allez, tout de suite, le prochain sujet, puisque nous sommes le lendemain de Noël, nous voulions faire un sujet qui vient en aide à ceux qui en ont le plus besoin, avec les autos du cœur. Comment vous, par exemple, si vous avez une voiture dont vous ne vous servez plus, qui ne cote plus beaucoup d'argent, ou en tout cas presque, voire pas du tout, au lieu de la vendre à une petite somme, si vous la donniez aux autos du cœur, vous allez voir qu'elle va aider quelqu'un, et ça, c'est assez génial. On détaille tout cela dans quelques instants. Sud Radio, ça roule. Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et oui, ça y est, Noël est passé. Nous espérons que même en petit comité, ou même pour ceux d'ailleurs qui peut-être étaient seuls, vous avez passé une soirée, un jour de Noël assez chaleureux et assez agréable. Quoi qu'il en soit, et c'est pour cela que nous aimons tous les ans leur donner la parole, eh bien nous, on va vous parler d'une association, évidemment, qui travaille toute l'année, qui n'attend pas Noël, mais qui peut permettre aussi, peut-être cette année, d'avoir rendu certains Noëls beaucoup plus jolis, beaucoup plus joyeux, à des familles entières grâce aux autos du cœur. On en parle, mon Pierre, avec James Maté, qui est avec nous. Bonjour, James. Bonjour, comment allez-vous? Très bien. Salut, James. Bon, écoutez, nous aussi, on essaye d'aller. Vous avez une super jolie voix. Alors, James, nous sommes le samedi 26, donc évidemment, Noël, c'était hier. Nous, on veut remettre tout le temps les autos du cœur à l'honneur. On rappelle ce que sont vraiment les autos du cœur.
Eh bien, écoutez, voilà, c'est une association à but non lucratif, reconnue d'intérêt général. En fait, le but de l'association, c'est de récupérer des voitures contre une défiscalisation. Alors, nous avons mis certains critères en place, puisque malheureusement, avec les nouveaux contrôles et tout, on est obligé de sélectionner de plus en plus nos autos. Donc, on a des autos de plus en plus récentes et, si possible, avec pas beaucoup de kilomètres. Et ces voitures-là, on les remet en état, on les passe au contrôle technique et on les repropose aux assistantes sociales et on en fait bénéficier, bien sûr, les gens qui sont dans la précarité. Oui, et puis alors ça coûte très peu cher. J'ai face à moi votre site internet, qui est d'ailleurs très bien fait pour une asso d'intérêt général. Félicitations à vous. Avec ce petit papier, notamment à Cannes, des autos du cœur à 2 € par jour pour les chômeurs. Alors expliquez-nous le fonctionnement. Ces autos sont cédées par des propriétaires à votre association et ensuite vous les louez de manière symbolique, c'est bien ça? C'est avec une autre association, je crois, oui. Non. C'est-à-dire que nous, si vous voulez, on a passé un accord avec la mairie de Cannes. Et on leur a confié des autos que eux louent directement, si vous voulez, aux gens qui sont dans la précarité et qui sont, si vous voulez, sur Cannes, quoi. Voilà. Donc on a mis à disposition quelques voitures. Il faudrait d'ailleurs renouveler tout ça, mais effectivement, on n'a pas trop eu le temps et c'est vrai qu'on a beaucoup de difficultés aujourd'hui. À aller récupérer les voitures. Parce que heureusement, on a des gens qui sont très gentils, qui nous aident énormément et qui nous donnent des autos. Donc, on va aller les récupérer. Il faut leur dire bien fort, qu'ils entendent bien. Je m'en occupe ardemment toute cette fin d'année. On va récupérer ces autos pour pouvoir bénéficier aux gens d'un peu plus de mobilité. Ouais, c'est vraiment bien. En fait, ce qu'il faut comprendre, alors là, c'était en association avec c'était en partenariat avec une association du Val-de-Loire également sur Cannes. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, votre association va permettre à des personnes qui sont dans le besoin, qui n'ont pas les moyens d'avoir une voiture, de pouvoir accéder à un véhicule à moindre coût, voire pour des fois même une gratuité, mais pour leur permettre soit de trouver un travail, soit de pouvoir se déplacer pour aller vers leur lieu de travail et donc de se remettre, on va dire, un peu dans le train social d'une vie un peu classique, avec un boulot, avec une mobilité. Et ça, Pierre, ça nous tient à cœur, cette mobilité en plein car bashing. Voilà, en France, sans voiture, James, c'est compliqué de vivre, de travailler. C'est très compliqué, surtout si vous voulez, quand on est en campagne ou choses comme ça. C'est pas facile, ça c'est clair. Allez, un entretien d'embauche, tout simplement. Hein. Bah ouais. Exactement. Allez, un entretien d'embauche. Alors. Tout simplement. Là, on a, si vous voulez, il y a 15 jours, on a cédé une auto à une petite dame qui voulait se faire embaucher dans un hôpital. Et puis, la condition, c'était qu'elle ait une auto. Donc, ma foi, elle était du Morbihan et elle a bénéficié d'une magnifique 308 de 2011 ou 2012. Vous voyez, pas une auto qui était usée, quoi. Et très belle, du reste. Et je pense qu'elle est satisfaite et ça lui a permis de décrocher son job, quoi. Et alors, quels sont les critères et combien de temps on garde l'auto? Parce que on peut se dire aussi, je me mets à la place de celui qui nous écoute et qui se dit, ils sont bien gentils. Alors moi, je bosse pour m'acheter ma voiture, mais là, on en donne comme ça à tire-larigot. Donc non, il y a des conditions. Hein. C'est pas tout à fait ça. Les conditions sont, si vous voulez, ce sont les assistantes sociales qui donnent et qui si vous voulez, nous donnent une petite obole pour qu'on puisse faire réparer nos autos, parce que tout ça, c'est pas gratuit, bien évidemment. Et les personnes qui peuvent en bénéficier, il faut impérativement qu'ils passent par un organisme social. Ouais. Ça, c'est le plus important. Par contre, vous les aidez. Voilà. Vous les aidez à constituer aussi le dossier pour les services sociaux. Bien sûr, c'est-à-dire qu'on a un site en ligne, si vous voulez, où on est en direct avec les assistantes sociales ou les organismes sociaux, différents organismes sociaux, et on fonctionne comme ça, quoi. Donc, on agit partout en France. Alors, je voudrais qu'on accueille Aline, si vous le voulez bien, qui nous appelle de Paris au 0826 300 300, et vous allez comprendre que voilà, tout le monde peut faire ce don. Alors, évidemment, il faut avoir un véhicule, il faut avoir aucune utilité de ce véhicule pour soi-même, on est d'accord. Mais on va décrire après avec vous, James Maté, vous qui êtes le représentant des Autos du Cœur et qui est avec nous sur Sud Radio ce matin pour Ça roule du 26 décembre, donc juste après Noël. Voilà, vous allez nous expliquer exactement quel est le chemin, le parcours d'une voiture qu'on voudrait donner, par exemple. Bonjour Aline. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va, je vous remercie. Alors vous connaissez bien, me dit-on, l'association? Je la connais bien parce que j'ai donc fait don de ma voiture au début de l'année, au mois de janvier. J'avais pris la décision au mois de décembre de me séparer de ma voiture parce que dans Paris, ça devient impossible. Enfin, impossible. Oui. Difficile, disons. Et donc, j'ai mûrement réfléchi et finalement, je me suis décidée
dans le but, disons, aussi de simplifier un petit peu la séparation de cette voiture, parce que je me suis dit, c'est une voiture qui a 15 ans, qui a toujours été bien entretenue. Je vais avoir des personnes, il va falloir que je prenne des rendez-vous, je vais avoir des personnes qui vont vouloir négocier parce qu'elle a une bosse, parce que ci, parce que ça. Donc je me suis dit, j'avais entendu effectivement, enfin j'avais vu plutôt un reportage à la télévision, je ne sais pas si c'était les Autos du Cœur ou une autre, mais j'avais vu ce style de don. Et ça m'a ressurgi et j'ai dit, je vais peut-être me renseigner pour faire la même chose. Donc, alors, je suis allée sur Internet. Comment ça s'est passé concrètement, le pas à pas, du coup, Aline? Vous avez appelé l'association, racontez-nous. Et d'abord, c'était quoi comme voiture? C'était une 206 Peugeot. Oh, oui. Voilà. Costaud, ça. Donc, c'est une voiture qui avait 15 ans, qui avait 60 000 km, que j'avais toujours bien entretenue. Et donc, j'ai pris cette décision et j'ai été sur Internet, j'ai chercher effectivement l'association. Les Autos du Cœur, c'est la première que j'ai trouvée. Donc j'ai regardé les critères qu'il fallait remplir, l'année de la voiture, enfin tout un tas de choses. Ensuite, j'ai téléphoné pour savoir si effectivement elle correspondait bien aux critères qu'ils voulaient. On m'a confirmé effectivement. Donc il y a eu un échange de mails. Ensuite, il a fallu que j'envoie des photos, photocopie du... Comment ça s'appelle? Le nom m'échappe. La carte grise, voilà. Carte on m'a grise, posé contrôle quelques technique, questions etc. et tout. Et puis bon, il y a eu un rendez-vous de prix pour venir la chercher, donc cette année, fin janvier. Alors, juste Aline, restez avec nous, parce que James, comment ça se passe, vous? Est-ce que, évidemment, vous avez on va dire des antennes un peu partout en France? C'est quelqu'un des restos... pardon, lapsus, des Autos du Cœur. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est quelqu'un des Autos du Cœur qui va vérifier que la voiture est quand même en état pour pouvoir être récupérée, retravaillée, réparée s'il y a besoin? Alors, c'est-à-dire que si vous voulez, on a beaucoup de bénévoles qui travaillent avec nous. On en manque toujours, on en a toujours besoin, on est bien d'accord. Mais on a une équipe de base qui va sur Paris tous les 15-20 jours. Et cette dame était en région parisienne, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça. Et oui, parce que je me souviens même de la voiture, il me semble qu'elle était verte. Enfin, peu importe. Et en fait, si vous voulez, on a déjà les critères. On sait qu'elle va rouler jusqu'à Amboise ou jusqu'au bout, quoi. Voilà. Donc effectivement, on a récupéré cette auto et on a défiscalisé pour cette dame. Voilà, c'est ce que j'allais dire, James. En fait, quel est l'avantage? Parce que bon, on a compris, Aline, je fais ça vite fait, hein, mais elle aurait pu vendre le véhicule aux alentours des 3 4 000 euros. Et là, elle fait le choix de vous le céder. Alors attention, c'est une estimation comme ça au doigt levé, au doigt mouillé que je fais. Hein. Et très mouillé même. Hein. Mais donc, on dit 3 4 000 euros pour exemple. Comment ça se passe? Vous êtes une association reconnue d'intérêt général. Donc, il y a une défiscalisation pour les particuliers à hauteur de 66%, les entreprises à hauteur de 60%. Je connais bien, puisque 40 millions d'automobilistes est une asso d'intérêt général, j'ai pas de mérite. Et comment ça se passe pour Aline? Quel était son intérêt? Parce qu'elle aurait pu aussi prendre 2-3 000 euros à côté, et puis voilà. Son intérêt, si vous voulez, d'abord, c'est de faire un don, ce qui est très gentil, ce qui est super. Donc, personnellement, c'est déjà comment super, c'est déjà super de le faire. Et puis, bon, voilà. Et si vous voulez, ça lui permet aussi de défiscaliser, c'est-à-dire, je ne me souviens plus de la valeur du don, hein, honnêtement, je m'en souviens plus. Vous vous souvenez, Aline, on va demander à Aline. Aline, vous vous en souvenez ou pas? Ça vous dérange d'en parler à l'antenne? Non, radio? pas du tout. Non, j'avais eu à faire changer la batterie, donc j'avais demandé au concessionnaire à peu près l'évaluation de ma voiture. Il m'avait dit entre 1 400 et 1 500 euros. C'est ce que je pensais. Donc, moi, c'est ce que j'ai proposé aux Autos du Cœur. Donc, je pense que la personne qui a vérifié la voiture a été d'accord, puisqu'il m'a envoyé après un justificatif de ce montant-là. Bah ouais, elle avait 15 ans, hein, c'est ça, 60 000 km, 15 ans. Ouais, 60 000. 2005, oui, 15 donc, ans. voilà, c'est pour ça que 3 000, ça me paraissait un peu, mais c'était pas grave. Oui, non, mais c'était pas 3 000. Hein, non, mais c'était un exemple. Voilà. Oui, non, mais carrément. Et du coup, ça défiscalise à hauteur de 60% de 1 500. 66%, oui. D'accord, ok. C'est-à-dire qu'elle enlève en gros 1 000 euros de ses impôts personnels. Quoi. Bon, super. Voilà. Merci beaucoup, Aline, pour votre témoignage. Merci, j'espère que votre émission donnera l'idée à d'autres personnes. Exactement. En tout cas, je sais que depuis 3 ans, nous, on est des réguliers et des fidèles des Autos du Cœur. Christophe nous appelle aussi de Villefranche-de-Rouergue. Bonjour, Christophe. Bonjour à tous. Comment ça va? Salut, Christophe. Ça va, pour l'instant il fait beau, donc on est content. Profitez-en. Tout va bien. Tout va bien, pas de neige. Alors vous avez donné des voitures, me dit-on, au Standard, où Léa vous a accueilli? 2 Ferrari et 3 Porsche.
Non, deux 205 diesel, deux vieilles 205 diesel. Ouais. Que je prêtais à mes clients et j'en avais marre de remettre du gasoil parce que les clients sont gentils, on leur remet le réservoir, ils nous le ramènent vide. Donc j'ai offert les deux voitures à une société d'insertion qui est basée à Cahors. Ok. Et Voilà. qui s'appelle Vous faites quoi comme boulot pour remettre des véhicules à vos clients? J'ai une société de montage de pneus à domicile à Villefranche de Ok. Rouergue. Ouais. Okay. Et le problème, c'est que j'ai des clients, des fois, qui ont besoin de véhicules parce qu'ils n'ont pas le temps d'attendre, donc je leur prêtais des véhicules. Ouais. Donc, c'était des 220 qui étaient très propres. Bon, qui avaient un peu de kilomètres, ils avaient 250 000. Et je les ai offerts à une société Terre Rouge Insertion qui est basée à Cahors. Comment vous avez dit? Terre Rouge Insertion, Ah, c'est Terre. un garage association. Voilà, Terre. un garage association. Terre Rouge Association. Voilà. Donc à Villefranche de Rouergue. Non, à Cahors, à Cahors. À Cahors, c'est à côté. pardon. Oui, Donc- je suis limitrophe avec le Lot. Je suis limitrophe Lot-Aveyron. Eh bien super, donc ça fait une deuxième association que l'on peut nommer dans sa roule pour... Et c'est surtout que l'on a poussé le concept un peu au plus loin, c'est qu'on a équipé les véhicules pour rouler à l'huile de friture, pour que ça coûte moins cher. Oh purée, ça aux doit gens. puer. Hein. Ouais, bonjour. Hein, Non, non, non. Et je quand vous tu vas chez rassure. quelqu'un qui a fait des frites avec une friteuse, tu ressors, tu dois te prendre ta douche et te relaver les cheveux. Hein. Non. Au Oui, oui. secours. Non, je rigole, Mais je vous là- taquine, mais... L'avantage, c'est que ça leur permet de rouler beaucoup moins cher. Par contre, nous, les véhicules sont prêtés. En échange, c'est pas gratuit, c'est que les gens sont obligés de faire du bénévolat derrière. D'accord. Bon, c'est bien aussi. Hein. Terre Ah, Rouge, mais- hein, Christophe. Terre Rouge Association, oui. Voilà, Terre Rouge Association. Bah, merci beaucoup de ce témoignage, Christophe. Merci à vous, bonne journée à tous. Au revoir. Merci Au beaucoup. revoir. James, on va vous accorder une quarantaine de petites secondes puisque le sujet se termine déjà, malheureusement. Pour vous contacter, l'association Les Autos du Cœur, on vous trouve évidemment sur Internet très facilement. Oui, sans aucun problème. Et puis, même là, pendant cette période de fête, on a une permanence de 10h30 à midi. Je réponds au téléphone et j'essaie d'avancer. Voilà, dans cette période bien compliquée pour tout le monde. Voilà, que l'on soit donneur d'une voiture ou que l'on soit en demandeur, auquel cas vous nous aidez aussi à nous rapprocher des services sociaux pour passer obligatoirement avec les services sociaux. Exactement. On vous embrasse fort, James, et puis Moi aussi. on essaye de se faire un petit point en février et puis on n'attend pas Noël prochain. D'accord, Parce je que suis très heureux de tout ça, parfait. Je crois qu'avec l'année 2020 qui va bientôt se terminer, beaucoup de gens, voilà, il y a une pauvreté qui accélère et on va vraiment peut-être avoir encore plus en plus besoin des associations qui nous aident et la vôtre en particulier. On vous embrasse et puis belle dernière semaine de 2020, si tant est qu'il y a au moins une semaine qui peut être sympa dans cette année. Je vous embrasse. Alors, si, juste un dernier mot, mais un tout dernier mot, nous nous sommes associés avec les associations d'Automobile Club de France. D'accord, Voilà. très bien, eh ben, super. Voilà. Qui Ben sont voilà, c'est représentés fait. par monsieur Gérard Blottière. Voilà, et On il y a 1,5 l'embrasse. million d'adhérents. Eh ben génial. On vous embrasse fort, James. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Allez, dans quelques instants, eh bien, on va revenir sur cette étude qui montre que les véhicules diesel et essence, en tout cas, respectent particulièrement bien les normes. Mon Pierre, on en profitera pour refaire un petit passe sur ce que nous a dit notre ami Christophe qui nous a appelé de l'Aveyron avec des véhicules qui fonctionnent à l'huile de friture. Et je sais pas, moi, ça me travaille un peu cette histoire, tu m'expliqueras. Et puis, En fait, si tu veux, pour faire simple, on fait l'huile de ça après friture. On fait ça après, mon Pierrot, on fait ça après. C'est très proche du diesel, en fait. D'accord, tu m'expliques tout ça dans quelques instants et puis on D'accord. parlera aussi du fameux retour du malus. Oh, encore au poids. Ah là là. J'ai bien fait de maigrir moi depuis septembre. Sud Radio ça roule, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et on continue évidemment pour cette émission un peu spéciale avec, vous l'avez constaté, plusieurs sujets. Et ce sujet sur lesquels on voulait revenir, lequel, pardon Pierre, avec cette étude qui a été menée et dont les résultats sont tombés la semaine, juste avant la semaine de Noël, à savoir effectivement que les moteurs diesel et les moteurs essence respectent complètement les normes. On parlera aussi du fameux malus au poids qui revient avec notre ami Fabrice Godefroy qui est avec nous. Mais juste avant d'accueillir Fabrice, raconte-moi cette histoire de moteur à l'huile de friture. Alors, j'ai deux petites choses. La première des choses, c'est rendre à César ce qui est à César. Gérard Blottière, vous avez vu, j'ai un petit peu bloqué quand Oui. notre ami de l'association des Autos du Cœur en a parlé. C'est le président de l'Automobile Club Association sur la section Poitou-Charentes. Ce n'est pas le président de l'Automobile Club de France, qui est une institution présidée par monsieur Louis Desanges. Voilà, Voilà, ça rendons suffit. à César ce qui est à César. C'est-à-dire c'est Deuxième point. Laurier.
Celui de l'huile de friture, alors c'est complexe parce qu'en fait il faut savoir, et notre invité va nous en parler dans quelques secondes, en fait la composition du diesel est assez proche de celle de l'huile de friture. Bon, cela dit, attention parce que d'un point de vue purement environnemental, c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux et c'est pas non plus ce qu'il y a de plus économique non plus, contrairement à l'idée reçue qu'on pourrait avoir. Bref, grosso modo, et en plus ça ne fonctionne que sur les motorisations diesel et pas sur les motorisations essence. Pour ça, c'est l'éthanol. Bref, tout ça nous conduit légitimement vers notre nouveau sujet, Malolo. Et on accueille notre Fabrice Godefroy. Bonjour Fabrice. Bonjour à vous deux. Alors t'as la frite, Fabrice? Alors j'ai la frite, mais pour les manger, mais pas pour les mettre dans je suis d'accord. On est bien d'accord. Expert mobilité et environnement, entre autres pour 40 millions d'automobilistes. On voulait revenir sur deux sujets importants qui ont conclu juste avant les vacances de Noël, un petit peu, on va dire, l'actualité de la voiture en France, à savoir les voitures motorisation diesel et essence qui respectent totalement leurs normes anti-pollution. Et d'ailleurs, le diesel, dans certains cas, est meilleur que l'essence. Et ensuite, on parlera du fameux malus. Mais prenons le temps, Fabrice, de revenir sur cette étude qui a été étudiée sur des voitures qui avaient un kilométrage entre 22 000 et 58 000 km, des véhicules d'occasion. Et surprise, n'en déplaise à nos amis écolos, eh bien, les voitures thermiques, essence et diesel respectent les normes de pollution. Alors, je me rappelle notamment, Laurence, le soir de la publication, j'ai entendu un cri de joie qui provenait de chez monsieur Fabrice Godefroy et qui a sans doute été entendu à environ 400 km à la ronde. Fabrice, rentre dans le détail, explique-nous un petit peu ce que c'est que cette histoire ou d'un point de vue scientifique. Alors, je vais te répondre directement, Pierre. Un cri de soulagement, pas forcément pour les résultats, mais pour l'attente. Parce qu'il faut quand même se rappeler que cette étude-là avait été commandée en juin-juillet 2019 quand même, à l'époque par Bruno Le Maire. Et c'était donc une étude qu'on attendait tous et on se demandait même si elle allait sortir. Parce qu'on avait quelques bribes d'informations. On savait qu'elle allait être positive et qu'elle allait être très intéressante, mais on la voyait pas sortir. Donc c'était ça qui nous inquiétait un petit peu. Bon, elle est enfin sortie. Alors elle a mis du temps à sortir. Est-ce que ça a été le Covid? Alors concrètement, les résultats, c'est ça qui nous intéresse maintenant. Excusez-moi, monsieur Godefroy. Le résultat, déjà, il faut savoir que c'est quand même une étude du gouvernement confiée à l'IFPEN. Qu'est-ce que c'est que l'IFPEN? L'IFPEN, c'est l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles. Donc, c'est un institut qui est incontestable sur le sujet. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment analyser les choses. Et en plus, l'intérêt, tu l'as dit, Laurence, c'est de s'apercevoir que déjà, entre le diesel et l'essence, à la différence de la multiplication des études à charge que l'on a souvent de certaines ONG, comme par exemple Transport Environnement, qui nous explique souvent que les véhicules dépassent de 5 à 10 fois la pollution. Bon, non, dans cette étude, il est bien précisé que les véhicules Euro 6 DTEN, donc les véhicules récents, depuis septembre 2019, respectent les normes, et ça, c'est le premier enseignement. Mais alors, mon Fabrice, je me mets à la place de celui qui nous écoute. Il se dit, bon, Fabrice Godefroy, il a l'air intelligent, j'ai envie de le croire. Chasseret et Perrault, je les écoute depuis 5-6 ans. Ils m'ont pas l'air totalement à côté de leur pompe, j'ai quand même envie de les croire. Et à côté de ça, ils allument leur télé, ils entendent partout le diesel, bœuf, caca. Qui croire? Mais quelle façon de parler. Bœuf, caca. Oui. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils font véritablement un bilan objectif des différentes motorisations. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de dire le diesel c'est parfait, à la différence de ce qu'on vous a dit pendant des années. Ils sont en train d'en fait expliquer la différence entre l'essence, le diesel et même l'hybride, parce qu'il y a tout un volet hybride sur le type d'usage, et on s'aperçoit qu'en fait, et c'est ce qu'on répète depuis des années en tant qu'expert, c'est qu'effectivement, il faut acheter un véhicule par rapport à son type d'usage. Donc on s'aperçoit qu'effectivement, le diesel n'a pas tous les mots qu'on explique depuis quelques années. Il a un avantage en termes de CO2, mais ça on le savait. Et puis ce qui est intéressant, et ça c'est surtout pour l'automobiliste, c'est 28% de consommation en moins par rapport à un essence de même cylindrée. Donc évidemment, il y a un intérêt. Par contre, effectivement, pour l'instant, au niveau des oxydes d'azote, même si ça se réduit très 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 fortement, il y a encore une différence défavorable au diesel. Par contre, la très grande surprise, c'est qu'en termes de particules, qui étaient quand même à l'origine quand même de la critique du diesel, maintenant c'est devenu plutôt un problème de l'essence par rapport au diesel. Mais ce qui est complètement logique, ça s'explique techniquement si j'avais un peu le temps, c'est à cause de l'injection directe qui est arrivée. Expliquons, alors prenons le temps, expliquez-nous.
Alors, par exemple, les particules, c'est très clair. On avait un problème de particules sur le diesel parce que les véhicules diesel étaient en common rail, donc en injection diesel. Donc, avec une injection hétérogène et pauvre. Et les véhicules essence, maintenant, nouvelle génération, pour essayer de réduire l'écart qu'ils sont en train de faire, notamment sur le CO2, sont passés en injection directe. Et donc, comme par hasard, se retrouvent avec les mêmes problématiques. Donc, les véhicules diesel, en 2011, notamment, l'arrivée des filtres à particules extrêmement efficaces sur les véhicules diesel ont réduit le problème des particules sur le diesel. Et d'ailleurs, maintenant, vous regardez, vous pouvez regarder n'importe où, les véhicules essence s'équipent aussi sur les nouvelles générations de filtres à particules parce qu'ils se retrouvent avec les mêmes problématiques. Mais donc voilà. Fabrice, une chose qui était assez incroyable dans cette étude, et après on va passer au fameux malus poids parce qu'il nous reste à peine 4 minutes, c'est sur ce sujet en tout cas, dites donc, c'est ce que disait la jeune mariée, mais pas vous. C'est qu'en plus ce sont des véhicules qui avaient jusqu'à 55 000 km, donc ce ne sont pas des véhicules récents, ce ne sont pas des véhicules 2019-2020, vous voyez ce que je veux dire? Non, voilà, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en plus ils l'ont fait sur des véhicules du parc roulant, et non pas sur des véhicules neufs, comme on fait sur l'homologation. Et en plus, ils l'ont fait en conditions réelles d'utilisation, ce qu'on appelle RDE. Ouais. Donc c'est d'autant plus intéressant. Donc vraiment, non, c'est une étude qui nous permet de vraiment voir. Alors très rapidement, parce qu'on n'a pas trop le temps, l'hybride aussi, l'intérêt de l'hybride, parce que je pense que ça va intéresser quand même vos auditeurs. Il ne faut pas parler que du diesel, l'hybride. Bon, l'intérêt de l'hybride classique, c'est en urbain. Il y a 33% de CO2 en moins. Donc ça, c'est à noter. C'est l'intérêt de l'hybride, essence notamment. Par contre, effectivement, sur route, un petit peu moins d'intérêt, ce qui est logique. Ça s'annule parce que forcément, on roule plutôt en thermique. L'hybride rechargeable, ça m'a fait plaisir parce qu'on a fait une petite vidéo avec Pierre sur 40 millions d'automobilistes pour expliquer l'intérêt de l'hybride rechargeable bien avant l'étude, et les conclusions sont exactement les mêmes. Ouais. C'est-à-dire qu'un hybride rechargeable, il faut évidemment le recharger. C'est l'intérêt d'un hybride rechargeable. Et quand on parcourt tous les jours 30, 40, 50 km, et ben là, on roule principalement en électrique. Et donc là, il y a véritablement un intérêt. Et après, effectivement, quand on est en thermique, évidemment, l'intérêt s'efface un petit peu. Mais c'est l'intérêt de l'hybride rechargeable. Donc voilà, c'est un panel complet. Et mon Fabrice, il y a aussi tout ce problème de poids. Qu'est-ce qui leur prend au gouvernement de s'attaquer à la grossophobie maintenant? Alors attends, parce qu'il faut quand même préciser que le CNPA est en train de mettre le dossier auprès de la. Ils mettent le feu là. Auprès du Conseil constitutionnel, parce que c'est pas possible. Racontez-nous. C'est une question de l'automobile. C'est dingue, c'est un peu ce qu'on appelle dans notre métier, nous, dans le jargon un peu des médias, ce qu'on appelle un marronnier. C'est-à-dire que c'est des sujets qui reviennent tout le temps, qui reviennent tout le temps. Et là, c'est pareil. Alors racontez-nous. Bon, alors déjà, ce qu'il faut savoir, il faut que les automobilistes soient bien au courant. Il va y avoir un renforcement du malus sur le CO2 l'année prochaine. C'est un truc de fou. Ça, on l'avait. Le savoir. Ouais. Mais revenons sur le malus au poids, parce qu'on a déjà évoqué plusieurs fois l'autre malus. Mais ça, c'est juste pour planter le décor. Parce que, en fait, le problème du malus sur le poids du véhicule va se cumuler à ce fameux malus qui va être augmenté. C'est bien ça le problème. Et le problème du malus sur le poids, c'est ça qui est terrible. Alors déjà, c'est sûr. Alors pour l'instant, ça ne concerne que les véhicules de 1,8 tonne et pas les véhicules électriques et pas les hybrides rechargeables. Alors c'est quoi les véhicules d'1,8 tonne pour que ceux qui écoutent Ça roule et Sud Radio en ce moment puissent avoir la conscience de ça correspond à mon véhicule ou à celui que je veux acheter ou pas? Alors c'est principalement, pour l'instant, et ils ont raison, effectivement plutôt des gros 4x4 et des véhicules étrangers. Mais c'est justement l'argument qui est avancé qui n'est pas recevable. C'est qu'on dit ça ne correspond pas au marché de l'industrie française, mais ça correspond à l'industrie étrangère. Donc à la limite, on devrait s'en moquer, pour pas prendre un autre mot. Mais c'est pas vrai, et c'est bien ça qu'il faut quand même se poser de questions, parce que il existe quand même des concessionnaires français de marques étrangères, donc des emplois non délocalisables en France, qui vendent des marques étrangères, et notamment ces véhicules-là. Donc, si effectivement on fait une taxe sur ce poids des véhicules, là, on va effectivement discriminer finalement ces concessionnaires qui vendent ces marques françaises. Donc ça, c'est insupportable. Et puis en plus, ne soyons pas dupes, on le sait très bien tous les trois, ne soyons pas dupes, on démarre à 1,8 tonne, mais comme sur le malus actuellement, sur le taux de CO2, le seuil est abaissé chaque année. Donc après, ça sera 1,6 tonne, 1,5 tonne, et puis on arrivera effectivement sur les SUV classiques, et donc on taxera 2 fois, ce sera la double peine. On aura le malus sur le CO2, sur lequel on cumulera le malus sur le poids. Donc c'est ça qui est insupportable, et on ne peut pas laisser faire ça.
C'est une évidence. Et puis je vais rajouter un petit point intéressant parce que ça sera une conclusion et une ouverture sur les prochains Ça roule évidemment. N'oublions pas qu'à côté de ça, on a des taxes sur les carburants qui restent invariables, que la reprise économique dans les prochains mois fera forcément remonter mécaniquement les prix des carburants à la pompe et que les taxes sur les prix des carburants, mesdames et messieurs, c'est 40 milliards dans les caisses de l'État chaque année. Donc ça, plus le malus au poids, plus le malus au CO2, j'ai envie de dire, j'aime pas l'expression, hein, mais c'est vrai que là, on est quand même un petit peu des vaches à lait, nous, automobiles. Eh oui, c'est vrai. ça craint. Pensez-vous acheter un véhicule dans les 12 prochains mois? On en parlera après le journal de midi. Eh bien, sachez qu'en Europe en particulier et en France, ça a baissé de 10% par rapport à l'année dernière. En gros, en France, l'année dernière, 36% des Français pensaient acheter une voiture en 2020, puisque l'étude avait été faite en 2019. Et bien là, cette année, pour 2021, on descend à 26%. Et puis, voilà, le malus au poids et toutes les problématiques autour de la voiture, plus malheureusement la Covid. Oui, il va vraiment falloir qu'on défende tous ceux qui aiment la voiture, notre filière auto. Bon, merci beaucoup Fabrice Godefroy. Eh ben, à bientôt, la prochaine. Avec bonheur. Ce sera sans doute l'année prochaine pour le coup et on compte sur vous. Vous êtes un des fidèles de Ça roule et merci de parler vrai sur Sud Radio, vous aussi. Merci à vous deux, à bientôt. Allez, au revoir et bonne fête de fin d'année pour la Saint-Sylvestre qui va arriver maintenant dans quelques jours. Allez, à suivre. Tiens, on va faire un petit point sur les Français. Qu'ont-ils décidé de faire pour ces vacances de fin d'année? Rouler, pas rouler? C'est tout de suite. Sud Radio Ça roule, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et nous continuons ensemble, Ça roule bien sûr en votre compagnie avec un chiffre qui nous a été dévoilé par le baromètre de Mondial Assistance pour ces vacances de fin d'année et les vacances de Noël très perturbées par la crise sanitaire. Seuls 15% des Français prévoient de partir cette année. Alors nous sommes peut-être la preuve vivante, Pierre, que nous faisons partie des autres, ceux qui ne sont pas partis. Oui. Voilà. Tu prévois de partir pour la semaine du Nouvel An ou pas du tout? Non, on va faire ça. Alors moi, je fais partie des privilégiés, hein, tu le sais, Lolo. Moi, j'ai la chance d'avoir mes enfants, ma famille. On sera 5 autour de la table et c'est bien. Mais je me mets à la place pour tous ceux qui sont célibataires en ce moment. Ça doit être terriblement compliqué. Un 31 décembre, mais un 31 décembre tout seul à la maison, c'est complexe à gérer tout ça. Donc comment ça va se passer? Il y a ceux qui se disent qu'il faut prendre toutes les précautions nécessaires et peut-être même que d'ici le 31 on va nous les imposer, les précautions nécessaires. Et puis, on a le 1,5 sur 10, celui qu'il ne faut pas juger, parce que parfois, malheureusement, c'est tellement complexe d'être tout seul qu'on a envie quand même de bouger un petit peu. Oui, et puis on ne connaît pas la réalité de la vie de chacun. Et puis, si on pouvait arrêter de se juger à bas coût, ce serait très, très bien. On va accueillir tout de suite notre invitée, Catherine Dibouès, qui est responsable marché, mobilité, loisirs. Bonjour, Catherine. Bonjour. Vous voilà, je vous vois arriver sur le Zoom que vous pouvez bien sûr nous retrouver sur la page entre autres Facebook de Sud Radio. Comment ça va? Moi ça va très très bien. Bon c'est cool. Vous partez où? Alors, vous avez fait, Catherine, alors on voit plus que votre plafond, voilà, vous revoilà. Vous avez fait paraître juste avant, puisque aujourd'hui nous sommes le samedi 26 décembre, donc Noël est passé, vous aviez fait paraître juste avant Noël cette étude du baromètre Mondial Assistance, parce que vous avez voulu un peu étudier, alors les vacances sont pas finies, puisque ça va aller jusqu'au 4 janvier, un peu la façon dont les Français prévoyaient de bouger ou non pendant ces vacances de fin d'année. Oui, alors déjà, ce que notre baromètre fait apparaître, c'est que les Français ont revu leurs intentions de voyage, puisqu'au mois de septembre, ils étaient 21% à envisager partir en vacances. Et puis, au mois de décembre, lors de notre deuxième baromètre, il n'était plus que 15% à envisager de partir en vacances. Donc déjà, ils ont revu leurs intentions. Mais c'est intéressant parce que c'est en contradiction, Catherine, avec ce que j'ai pu voir ces derniers jours, notamment avec pas mal de prises de parole médicales qui expliquaient que le confinement n'était pas si bien respecté, ni le couvre-feu par les Français. Votre sondage montre quand même qu'au contraire, les Français sont quand même extrêmement respectueux des mesures mises en place. Alors ça, c'est la différence, si je peux me permettre, mon Pierre, entre ce que certains médias veulent nous faire croire, en parlant d'une petite minorité qui serait soi-disant représentative de la majorité, et puis la majorité silencieuse qui fait les choses correctement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Catherine Dibouès. Alors, en tout cas, lors de notre baromètre, les intentions de voyage, effectivement, de vacances étaient faibles et on a vu une certaine prudence dans
dans ce baromètre, dans tous les cas. Après, la réalité fait que, en tout cas, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a pas mal de queues sur autour des tentes pour faire des tests, antigéniques. Ce qui est plutôt responsable d'ailleurs. On va revenir à votre étude, si vous le voulez bien. La France cette année, par rapport à l'étude que vous nous avez offerte, c'est entre autres que la France va rester le premier choix de destination pour les congés à venir. On comprendra bien que la Covid s'en est bien mêlée sur ce coup-là. Effectivement, ça fait partie des gros impacts de la crise financière. La France était déjà privilégiée les années précédentes, mais elle l'est encore plus cette année. Alors, effectivement, la carte des destinations a été complètement bouleversée cette année pour les vacances de Noël, hein. Donc, la France est effectivement privilégiée. On peut noter que, effectivement, le littoral ouest, nord-ouest et ouest a été d'autant plus privilégié. Et ce qui est intéressant par rapport à notre baromètre aussi, c'est que un fort engouement pour les destinations dom-tom, Antilles, Réunion. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'était vraiment de la dernière minute. On a été assez surpris. Le rhum, c'est 40 degrés, donc ça tue le rhum à 40 degrés. Non, avec modération, s'il vous plaît. On va se faire taper sur les doigts, même si on est d'accord. Je blague. Non, puis même, voilà, avec modération. Voilà. Dites-moi, Catherine Dibouet, vous qui êtes responsable marché mobilité loisirs auprès de ce baromètre mondial assistance, ce qui est aussi sympa de voir, c'est que la durée du séjour, elle, a augmenté par rapport à l'année dernière, que le budget dédié aux loisirs et aux vacances pour ces fêtes de fin d'année, ces vacances a aussi une légère hausse. Oui, alors on peut supposer que les Français ont eu envie de partir plus longtemps et comme ils n'ont pas beaucoup dépensé en activités et en vacances ces derniers mois, on peut supposer qu'ils ont reporté leur budget sur ces vacances. Ou bien ceux qui partent sont peut-être ceux qui sont les plus privilégiés économiquement, tout simplement. Ou ceux qui ont craqué du confinement et qui ont envie d'aller voir papy, mamie. Ils sont partis aux Antilles, ils ont dit c'est fini, j'en ai marre, moi je claque tout. Le budget moyen, là aussi vous l'avez eu, le budget moyen, vous l'avez étudié pour ces vacances? Oui, alors le budget moyen pour ces vacances, il est de 724 €. Mais par personne pour les vacances de Noël. Alors pour le foyer. Pour le foyer. En moyenne, hein, en moyenne. Donc forcément, en même temps, un voyage aux Antilles revient à peu près au même budget qu'un voyage au ski. Hein, oui, mais alors je vous rappelle les bons calculs. qu'à part le ski de fond, Catherine, il n'y a pas de ski sinon, hein, par le ski de fond et. Pour reconnaître que les remontées mécaniques en Martinique, c'est calme, hein, donc. Mais en tout cas, voilà, où est-ce que l'on peut suivre l'attitude de prudence qui a été privilégiée? Il y a plein d'études qui ont été faites pour les achats de cadeaux de Noël. Voilà, c'est vraiment un baromètre extrêmement complet sur nos habitudes. Nous, les Français, on en fait partie, que l'on retrouve sur Internet. Si vous tapez baromètre mondial assistance des vacances de Noël perturbées par la crise sanitaire, voilà, vous avez un petit peu tous les chiffres qui nous concernent en majorité. Merci beaucoup, Catherine Dibouet. Merci à vous. Merci et bienvenue bien sûr au prochain baromètre. Et bonne fête à vous. Merci, bonne fête de fin d'année, parce que ça y est, Noël c'est passé, maintenant il va falloir attendre l'année prochaine. Moi j'aimerais bien Noël plusieurs fois dans l'année, je trouve que ça serait une bonne idée. Surtout l'année prochaine, parce que là, celui-là il était un peu pas pareil. Celui-là il était... C'était pas le total esprit de Noël, on va quand même être clair, hein, mais bon, l'année prochaine, ça rendra Noël encore plus beau. Je sais que le Père Noël, il va être très généreux l'année prochaine, j'en suis sûr. Il va porter des vaccins à tout le monde, tu vois. Allez, notre cadeau de Noël à nous, puisqu'elle est arrivée dans la hotte du Père Noël hier, c'est notre jeune et nouvelle assistante journaliste qui est avec nous et qui va nous faire, ça s'est passé cette semaine, c'est notre joli cadeau, elle s'appelle Chloé. Sud Radio, ça roule. Alors Malus au poids, saison 2, épisode numéro 1, la bataille constitutionnelle. Et oui, donc on en parlait tout à l'heure, même si cette taxe fait partie de la loi de finances adoptée le 17 décembre, elle n'est pas encore validée. Des députés et sénateurs ont saisi le Conseil constitutionnel qui va trancher. Le verdict pourrait conduire à une modification, voire à une suppression du malus au poids. Le Conseil national des professions de l'automobile dénonce quant à lui un seuil de 1800 kg qui ne touche, je cite, qu'une très faible proportion de véhicules, principalement des véhicules de constructeurs étrangers. N'y a-t-il pas là une rupture d'égalité devant la loi, souligne-t-il ?
Autre source de conflit, le malus au poids cumulé au malus CO2 va constituer une charge excessive pour le contribuable. Les sages vont donc devoir analyser le texte de loi et vérifier s'il est bel et bien conforme à la Constitution. Alors, autre actualité aussi, le mariage et le paradis ou bien l'enfer. Bon, me demandez ça, Pierre. Je connais. Bon, on espère. Je t'expliquerai, Chloé. Bon, alors pour eux, on espère que ce sera surtout le paradis. La Commission européenne a donné son feu vert lundi au mariage entre PSA et Fiat Chrysler. Un accord sous réserve d'engagement pour préserver la concurrence dans les petits utilitaires. Les deux constructeurs ont assuré étendre l'accord de coopération entre PSA et Toyota dans les petits véhicules utilitaires légers. Autre garantie aussi, un accès facilité des concurrents au réseau de préparation et d'entretien de PSA et de FCA pour ce type de véhicule. Alors, après l'annonce de ce projet d'union, Bruxelles avait ouvert une enquête approfondie. La Commission avait estimé un risque de porter atteinte à la concurrence dans 9 pays européens, dont la France. Sans modification, le projet aurait, selon l'exécutif européen, probablement entraîné une hausse des prix pour les clients. Mais les nouveaux engagements proposés ont levé les réserves de Bruxelles. PSA et Fiat Chrysler vont ainsi former le 4e groupe automobile mondial. Les deux entreprises prévoient de finaliser cette fusion au premier trimestre 2021. La nouvelle entité regroupant leurs activités prendra le nom de Stellantis. Stellantis. Oui. Tiens, Stellantis. On dirait une marque de dentifrice, je trouve. Ouais, Stellantis. Ouais, pourquoi pas. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup, ma Chloé. Allez, et ben voilà, c'était son, comment on appelle ça, son baptême du feu, premier micro, premier journal de votre jeune carrière qui débute donc le 26 décembre 2020 et dont Pierrot et moi-même, nous avons été à vos côtés. Voilà. Merci à vous. Nous sommes ravis, vous êtes notre joli cadeau. Allez, dans quelques instants, juste après le retour de l'actualité de midi, on va parler de ce marché, le secteur économiquement fragilisé, le marché automobile, un marché mondial très impacté, l'auto au cœur des crises. Et on va en parler en détail avec une grande étude qui a été menée par l'Observatoire CTLM. Et Flavien Neuvy, qui en est son directeur, viendra nous raconter un petit peu tout cela. À tout de suite. Sud Radio Ça Roule, 11h30. Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Ravi de vous retrouver évidemment. Attention, dernière demi-heure de ce Ça Roule de ce 26 décembre. C'est vrai que moi je suis contente de dire 26 décembre au moins 18 fois parce que qui dit 26 décembre dit que le 31 décembre de l'année 2020 est dans pas longtemps et que même si on n'a pas le droit de faire la fête, ça veut dire que cette année 2020 va se terminer. Ah non. Tu as le droit de faire la fête, mais tu n'as juste pas le droit de le faire à plusieurs. Mais si tu as envie de faire la fête toute seule, tu peux. Ouais. Tu peux. Et tu sais qu'on peut faire des grosses fêtes tout seul aussi. Ouais, bien sûr, avec mon chat. Ouais, puis écoute, tu vas bien avoir une fuite de plomberie, on va bien me piquer ta bagnole. Il va bien se passer quelque chose. Non, bah oui, mais tu sais bien qu'il se passe quelque chose de beaucoup plus grave que tout cela. Donc là, le côté matériel, c'est vraiment rien du tout. Bon, dis donc, allez, on va parler de voiture. On va parler de voiture dans quelques instants parce qu'il y a l'Observatoire CTLM qui a fait toute une étude sur l'automobile au cœur des crises. Alors il y a les crises économiques et puis mon Pierre, évidemment la Covid n'a rien abrangé cette année. Oui, pas très politiquement correcte presque cette étude de l'Observatoire CTLM qui indique pendant que tout le monde tape sur l'automobile que l'automobile reste un besoin extrêmement fort, notamment en France, auprès des Français, notamment des moins urbains. On pourrait penser que c'est le bon sens. Eh bien oui, l'Observatoire CTLM, quoi qu'on en dise, c'est le bon sens. Et cette étude, ils vont nous en parler et j'ai hâte d'aller un petit peu la gratouiller parce que je la trouve extrêmement intéressante. Il a été créé en 1985, l'Observatoire CTLM. Eh bien, c'est une structure d'études et de veille économique du groupe PNB Paribas Personal Finance. Voilà, un petit peu sur le marché, même pas qu'un petit peu, complètement sur le marché mondial, en l'occurrence pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et nous en parlerons avec le patron de l'Observatoire CTLM, c'est Flavien Neuvy qui nous rejoint dans quelques instants. Sud Radio Ça Roule, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. On s'en serait douté, le marché automobile a pris de plein fouet la crise due au Covid cette année 2020, mais pas que. On va parler de ce qui s'est passé sur le marché mondial, l'automobile au cœur de toutes les crises, avec cette étude incroyable qui a été menée par l'Observatoire CTLM et nous accueillons par Zoom mon Pierre, le patron de l'Observatoire, le directeur de l'Observatoire CTLM, c'est Flavien Neuvy qui nous rejoint également, que vous pouvez retrouver sur la page Facebook de Sud Radio. Dites-moi bonjour Flavien Neuvy. Bonjour. Un petit mot sur cet observatoire CTLM, j'en ai mis, j'ai fait un petit extrait de ce que ça représentait exactement, mais un peu plus en détail avec vous.
Écoutez, on a interrogé dans 15 pays différents plus de 10 000 personnes pour essayer de faire un peu le point sur les relations qu'entretiennent ces différents pays, ces différentes sociétés avec la voiture, parce que c'est vrai que la voiture, elle est quand même au cœur de beaucoup de tensions quand même, parce qu'elle est souvent pointée du doigt. Les automobilistes vivent pas toujours très bien d'ailleurs, le fait d'être un petit peu stigmatisés. Et voilà, on a voulu faire le point, et c'est pour ça qu'on réalise chaque année une étude. Alors le sujet change d'une année sur l'autre, mais là, il nous paraissait important, avec la crise sanitaire en plus, de faire un point pour voir si la relation à la voiture évoluait dans le temps ou pas. Bon, alors Flavien, vous me connaissez, Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Moi, fatalement, cette étude, je la décortique à chaque fois qu'elle tombe, cette étude de l'Observatoire CTLM. Et cette fois-ci, ce que j'y vois, c'est deux enseignements. Le premier, c'est que les Français restent, malgré le contexte, de car bashing, comme on dit, où les politiques et les ONG tapent beaucoup sur l'automobile. Eh bien, vous constatez que les Français restent très ancrés, très attachés aux valeurs de liberté et de mobilité de la voiture. Oui, alors il y a un mot que vous venez d'employer qui est très important, c'est la liberté. C'est-à-dire que vraiment, aux yeux des automobilistes, aux yeux des Françaises et des Français, la voiture offre une liberté pour se déplacer qui est sans équivalent. Il y a d'autres valeurs qui ont reculé sur ces dernières années. Par exemple, la voiture n'est plus un objet statutaire, c'est-à-dire que ce n'est pas avec la voiture qu'on va affirmer sa réussite professionnelle. Tout à fait. Ça a baissé, si vous voulez. On n'est pas au volant pour frimer. Mais par contre, la liberté, elle est vraiment complètement incomparable. Et c'est vrai qu'au fond, notamment pour celles et ceux qui habitent en zone périurbaine ou en zone rurale, cette liberté n'a pas d'équivalent parce qu'il n'y a pas de transport public à côté, parce qu'il n'y a pas d'autres modes de transport. Et donc, c'est vrai que la voiture, elle est encore évidemment au cœur de nos vies au quotidien. Est-ce qu'on peut dire que la voiture, pour le périurbain, pour celui qui est en province ou en dehors des grandes villes, posséder une voiture, c'est tout simplement vivre, c'est-à-dire exister? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire, vraiment, il faut bien comprendre ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux France qui ne se comprennent plus vraiment quand on parle de voiture. D'abord, il y a la France des grandes métropoles, des grands centres urbains, une France pour laquelle se déplacer en transport en commun ou à vélo est relativement facile parce que les temps de transport, les temps de trajet sont relativement courts. Et la voiture, pour ces Français-là, est vue comme un objet polluant, un objet dangereux qui peut générer des accidents. Et puis il y a la France effectivement périurbaine qui, elle, n'a pas de ligne de métro à côté, ni de ligne de bus, pour laquelle se déplacer à vélo relève simplement de la science-fiction, parce que quand il faut faire 30 km tous les jours, ça n'est pas possible. Et la voiture est donc le seul moyen pour pouvoir aller travailler, emmener les enfants à l'école et faire les courses. Ça paraît logique. Ces deux France ne se comprennent plus vraiment quand on parle de voiture. C'est vrai, et c'est là où il y a une vraie fracture, et vous avez complètement raison, Flavien Neuvy, vous qui êtes directeur de l'Observatoire CTLM, c'est que les deux France ne se comprennent plus. Je voudrais juste qu'on revienne aussi après, on va revenir bien sûr sur ce qui nous intéresse le plus, on va être très honnête, c'est la France, mais sur cette étude qui se balade à travers tous les pays, et en particulier avec la Covid, toutes les études que vous avez faites sur la chute des ventes pour cette année 2020, mais surtout un chiffre qui donne le tournis. Ce sont les ventes qui sont faites selon les pays. Alors, c'est en Chine que tout a commencé pour la Covid. C'est pour ça qu'on va commencer par là, Flavien. En 2019, la Chine vendait, je ne sais plus, on était à 25 millions de voitures. C'est astronomique par rapport à la France qui est à peu près à 2 millions, non, un peu plus, pardon. Oui, 2 755 000. C'est ça. Ouais. 2 millions. Oui, alors la Chine, il faut rappeler, est devenue le premier marché mondial depuis 2009. Donc ça fait maintenant plus de 10 ans que la Chine est passée devant les États-Unis. Et c'est vrai que ce qui est tout à fait incroyable sur cette année 2020, c'est que la Chine est le pays par lequel le virus, on a commencé à entendre parler du virus, c'est eux qui ont confiné en premier. Et finalement, c'est le premier marché mondial et c'est celui qui va le mieux résister en 2020. Après, on a les États-Unis, deuxième marché mondial, qui lui aura mieux résisté, notamment que l'Europe. Et c'est vrai que l'Europe est vraiment très à la traîne. Les ventes vont reculer d'environ 30%, moins 8 et moins 30%, ce qui est un recul historique. Et la France est à la même enseigne. Et au global, sur l'ensemble de l'année, on a un plongeon des ventes de 17%. Alors, à peu près 75 millions de ventes de voitures, alors que les capacités de production sont bien supérieures. Bien supérieures. Je vais aller dans votre sens juste pour vous donner un peu les chiffres. On est à moins 33% en 2019 pour l'Italie, moins 36% des ventes en Espagne, moins 27% pour la France, moins 23% pour la Belgique, moins 22% pour l'Allemagne, etc., etc. Ça veut dire quoi, selon vous, par rapport à cette étude? C'est effectivement les emplois qui sont malheureusement extrêmement menacés partout en Europe et partout sur la planète pour la filière auto.
Oui, il faut faire très attention parce que d'abord, c'est un secteur qui fait travailler beaucoup de monde, directement et indirectement, c'est-à-dire directement chez les constructeurs, mais il y a aussi les concessionnaires auto, les équipementiers, et puis tous les emplois qui sont dépendants indirectement de l'industrie auto, chez les assureurs, etc. Donc, c'est un secteur qui fait travailler beaucoup de monde, et en particulier en France, parce qu'on a la chance d'avoir 2 grands constructeurs de taille mondiale, c'est une vraie chance, et il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent en dire autant. Et c'est vrai que ce que l'on constate, c'est que cette crise, juste pour terminer sur les emplois qui peuvent être menacés, c'est que cette crise, effectivement, affaiblit notamment les plus fragiles, c'est-à-dire les petites entreprises, les petits équipementiers, les concessionnaires les plus fragiles. Donc, il faut être très vigilant parce que c'est l'année de vérité. En réalité, ce sera l'année 2021 avec la crise sanitaire. On ne sait pas trop comment va se passer cette année sur le plan sanitaire, mais c'est vrai qu'il faut être très vigilant. Flavien, j'ai vu aussi dans votre étude un point assez intéressant. J'ai remarqué que dans tous les pays, on n'avait pas la même vision de se passer potentiellement de l'automobile. Et j'ai vu qu'en Italie, notamment, j'aurais pensé le contraire, l'Italie est plus enclin, peut-être l'italien est beaucoup plus enclin à se passer de son auto par rapport aux Français. Alors, à chaque fois, on nous disait, nous, en France, on est latin. Eh bien, au final, non, on est juste français. Parce qu'il a le Piaggio. Une spécificité. Il a son petit Piaggio. C'est ça, il y a peut-être une culture du 2 roues qui est un petit peu différente aussi. Il y a certainement ça. C'est vrai qu'il faut mettre en face de la voiture les autres modes de transport, les différentes cultures aussi qui existent, les infrastructures routières, voilà, est-ce qu'il y a beaucoup d'autoroutes ou pas, en bon état, etc. Et c'est vrai que nos modes de vie sont très impactés, plus ou moins impactés en fonction des pays, par la voiture. C'est vrai qu'en France, il faut dire les choses clairement, la place de la voiture au cœur de nos mobilités quotidiennes est très importante depuis toujours parce qu'on a un réseau routier qui est à la fois très dense et malgré tout très performant, et que notre pays s'est développé au fil du temps sur le plan notamment de l'urbanisme avec cette idée que la voiture permettait de se déplacer facilement, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté les centres-villes pour s'installer dans le périurbain, mais du coup, ils sont effectivement dépendants de leur voiture pour pouvoir aller travailler notamment. Et pourtant, par rapport à ce que tu dis, Pierre, l'Italie est un des pays qui prête le plus d'argent, parce que dans votre étude, qui est assez complète, qui est exceptionnellement complète, on voit également que les États ne jouent pas assez leur rôle. Par contre, en Italie, on fait facilement, là, il y a eu 6,3 milliards d'euros qui ont été prêtés pour soutenir la filière à Fiat Chrysler, alors qu'en France, on est à 1 milliard d'euros investis. Oui, alors ça aussi, c'est très intéressant de voir quelles sont les perceptions selon les pays des aides publiques, parce qu'il faut quand même rappeler que les États essayent d'orienter les constructeurs dans les choix et essayent de les soutenir aussi en période difficile. Ce qui est très frappant, mais moi ça m'interpelle en tant qu'observateur, en tant que citoyen, c'est de voir qu'en France, vous avez un Français sur 2 qui dit que l'État ne soutient pas assez l'industrie automobile, mais au fond, ils ne le savent pas. C'est-à-dire qu'il y en a un sur 2 également qui dit « je ne sais pas en fait s'il y a des aides ». Alors que si on regarde par exemple juste la voiture électrique, elle est massivement soutenue par des aides. Donc, l'État passe son temps à intervenir sur le plan financier dans l'industrie automobile, mais vous avez un Français sur 2 qui n'est pas au courant et qui dit bah non, l'État n'en fait pas assez. C'est quand même assez fascinant cette histoire. Et en même temps, vous adressez quand même un petit carton jaune à nos politiques et au gouvernement. Ce petit carton jaune venant de vous, moi je le trouve assez courageux quand même, parce que vous dites grosso modo, attention, malgré les mesures mises en place, les Français ne sont pas prêts à se passer de leur automobile. Alors, je vais être très basique. Souvent, on a un langage un peu langue de bois dès qu'on arrive du côté de grands groupes, de grandes sociétés. Et là, j'ai eu la sensation avec l'Observatoire CTLM que vous étiez dans le vrai, que vous étiez du côté des usagers et du côté des Français. C'est un parti pris. Vous n'êtes pas posé la question quand vous avez rédigé l'Observatoire en vous disant « Tiens, peut-être que, pardonnez-moi, peut-être que je lèche pas assez les bottes de nos politiques ?» Alors, si vous voulez, à l'Observatoire CTLM, donc moi je dirige l'Observatoire CTLM depuis maintenant 12 ans, et ça, vous l'avez rappelé tout à l'heure, ça fait maintenant plus de 35 ans que cette structure d'études et de veille économique existe. On est complètement libre de nos études, c'est-à-dire que l'entreprise nous laisse libre de nos études, mais ce que nous disons, et c'est ça qui fait aussi notre particularité, c'est pas tellement nous qui le disons, ce sont les personnes qu'on interroge. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le consommateur final, le citoyen. On lui pose plein de questions tout au long de l'année, on interroge plusieurs dizaines de milliers de personnes chaque année, et on retranscrit ce qu'ils nous disent. Et c'est vrai que quelquefois, ce que disent les gens qu'on interroge, et en particulier en France, peut être un petit peu différent de ce que l'on entend sur le plan médiatique, du sentiment qu'on peut avoir quand on écoute le débat public. La réalité, c'est que par rapport à la voiture, les gens, globalement, ils aiment leur voiture, ils y sont très attachés et ils imaginent, pour la majorité d'entre eux, ne pas s'en passer. Ils ne peuvent pas s'en passer. Et ils s'y sentent en sécurité. C'est aussi le point sur lequel vous insistez. Ouais. Oui, les 3/4 quasiment nous disent qu'effectivement, ils se sentent en sécurité à l'intérieur. Là, on voit clairement l'effet
coronavirus, c'est-à-dire que évidemment aller s'entasser dans les transports en commun en période de pandémie hautement contagieuse, c'est assez inquiétant. C'est vrai que face à cela, la voiture individuelle, seule dans son habitacle, protégée, donne le sentiment que c'est un peu une valeur refuge en quelque sorte. Donc là, on voit clairement l'impact de la crise sanitaire. Voiture passion également hein, dans votre rapport, puisque vous avez étudié la façon dont les gens du monde se positionnaient, et les Français ou d'autres pays de l'Europe. La seule réponse possible hein, par rapport à l'automobile, vous vous définiriez comme passionné, amateur ou passionné ou amateur. Alors, autant au Brésil, 80% de la population qui vous a répondu dit qu'elle est passionnée et amateur, autant en France, on est à 50%. Oui, mais parce que, si vous voulez, encore une fois, la notion de liberté, elle résiste, mais c'est vrai que le côté passionné, je suis un fan de voiture, je vais beaucoup investir dessus dans du tuning, par exemple, acheter une voiture de sport, non, mais on parle de bon goût, très vite, etc. Ça a tendance à baisser. Voilà, ça a tendance à baisser. Et comme la valeur statutaire d'ailleurs, on voit bien que la perception de la voiture évolue. Elle reste incontournable dans la mobilité quotidienne de beaucoup de Français. C'est un objet qui permet de se déplacer de façon totalement libre. Pour autant, et aussi challenger la voiture, parce que le fait qu'elle soit souvent pointée du doigt, notamment pour l'impact environnemental qu'elle génère, et c'est vrai qu'elle génère de la pollution, forcément, ça laisse aussi des traces. Donc, c'est vrai que les Français, ils écoutent tout ça, en fait. Et puis les gens restent quand même, la voiture, pour eux, ça reste quand même un haut niveau d'attachement par rapport à tout le reste, la maison, etc. Ça n'a pas trop bougé, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont très attachés à leur voiture. Le fait que ce soit un usage unique, c'est-à-dire que c'est ma voiture et j'en fais ce que je veux quand j'en ai besoin, quand j'en ai envie, c'est extrêmement important. Mais encore une fois, la voiture, elle est au cœur de nos vies quotidyennes. Enfin, bon, Flavien, en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on a raison de faire Ça roule sur Sud Radio, quoi. Il y a beaucoup de gens qui ont un intérêt particulier pour la voiture. Ouais. Et puis en plus, il n'y a plus beaucoup d'émissions consacrées à l'auto. Si, il y a nous maintenant, et puis malheureusement, il y en avait une qui vient de disparaître. On va croiser les doigts pour qu'on reste aussi là. On va demander ça au papa. Ah ben non, c'était hier, le Papa Noël mince. Bon, on va demander ça pour nos étrennes, hein, de rester le plus longtemps possible. On a évidemment aussi à évoquer cette place par rapport à l'écologie, puisque dans votre étude, en France, voilà, a priori, quand même, la majorité des gens seraient pour le fait de taxer fortement les voitures les plus polluantes. Oui, sous-entendu celles qui ne sont pas à eux. Hein. C'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, évidemment, tout le monde sait qu'une voiture, quand elle roule, elle pollue, elle émet du CO2, elle émet aussi des particules fines, etc. La palisse. Oui, mais j'aime bien redire aussi régulièrement que les progrès réalisés par l'industrie automobile sur ces dernières années, en dépit du Dieselgate, sont considérables pour réduire la pollution de l'air d'une façon générale, et la qualité de l'air dans les villes s'améliore. C'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de la Transition écologique qui fait des études là-dessus. Et donc la voiture s'améliore, mais c'est vrai que malgré tout, elle pollue. Et donc les gens, évidemment, ont une sensibilité à la protection de l'environnement. Et quand on leur demande s'il faut faire en sorte que la voiture pollue moins et que donc du coup, il faut cibler les véhicules les plus polluants, bien sûr que oui, la réponse est oui. Et on voit d'ailleurs que la voiture électrique, du coup, apparaît comme étant une voiture qui peut permettre de trouver une sortie par le haut, en quelque sorte, de cette confrontation entre environnement et mobilité quotidienne. Oui, tout à fait. Et puis, voilà, pour conclure, hein, si en France ou en Europe ou dans certains pays du monde, eh bien, il y a le fameux car bashing, eh bien, c'est une utilisation qui, elle, augmente beaucoup dans les pays émergents, la voiture. Et tu sais quoi, Lolo ? C'est pour ça que... Oui. C'est pour ça que le potentiel de l'industrie automobile est encore très important, parce qu'on voit systématiquement dans tous les pays du monde que lorsque le niveau de vie s'élève, l'équipement qui bénéficie en premier de l'élévation du niveau de vie d'une population, c'est la voiture. C'est-à-dire que les gens, la classe moyenne, dès qu'elle arrive à avoir les moyens nécessaires pour s'équiper, elle achète une voiture, parce que dans tous les pays du monde, le fait d'avoir une voiture, c'est un outil formidable de liberté. Et ça, on le voit encore une fois partout. On l'a vu en Chine, on le verra demain et après-demain en Afrique, c'est une certitude. Pour conclure, on le voit. Et vous savez où on le voit, ça, Flavien, véritablement, l'importance qu'a la voiture pour tous les habitants en France, c'est quand on est maire, par exemple, d'un village de Sébaza, hein, parce que je sais aussi que vous êtes maire d'un village, et voilà. Et ça en dit long, parce que vous comprenez les problématiques de ceux qui habitent dans la France profonde, dans les régions, la France des régions, qui fait aussi la réussite de notre territoire. Donc bravo à vous d'entendre ce cri des Français. Il n'y a pas que dans les campagnes, je suis complètement d'accord avec toi, mais tu vois, avec, tu sais,
tu sais ce que l'on vit à la maison et d'avoir dû faire des allers-retours à l'hôpital en plein confinement tous les jours, 15 fois par jour. Si j'avais pas eu de voiture, c'était juste pas possible non plus. Merci beaucoup Flavien Neuvy. Merci, vous êtes, je le rappelle, directeur de l'Observatoire CTLM. Merci d'avoir fait le point. Et on va vous inviter tous à aller sur observatoirectlm.com. La voiture, divorce impossible, indispensable. Voilà, vous allez voir cette étude incroyable qui a été faite. Elle est très complète et elle est sans langue de bois. Merci beaucoup. Non, Pierre, génial Flavien Neuvy. Franchement, on adore. On adore. Vous reviendrez très vite. Tout de suite, on fait un point sur les prix du carburant maintenant. Sud Radio ça roule, la minute qui carbure. Alors tous les prix sont à la hausse, sauf le bioéthanol, moins 0,2 centimes, soit 0,67 centimes le litre en moyenne. Alors pour le reste, que des mauvaises nouvelles, plus 0,5 centimes pour le samplon 98, soit 1,44 € en moyenne le litre. Alors plus 0,6 centimes pour le samplon 95, donc là ça fait 1,36 € le litre en moyenne. Une hausse aussi pour le gazole, plus 0,4 centimes et le GPL, plus 0,1 centime. D'accord, donc bon, Chloé, voilà. vous aviez bien commencé avec nous et vous finissez par... Voilà. On veut une baisse. J'ai fait le plein hier et j'ai pris facilement 2-3 centimes là, sur le plein de... Moi je suis en 95,10. Merci beaucoup Chloé d'avoir... Pardon. Je la refais en français. Merci beaucoup Chloé d'avoir été à nos côtés pour ce Ça roule du 26 décembre. Merci à vous aussi. C'est juste un plaisir comme ça. Merci. Et la prochaine fois, on veut une baisse des prix des carburants. Sinon, Chloé, c'est pas la peine. Pas la peine. Pierre, on se retrouve le 2 janvier prochain en direct. Samedi, nous serons avec vous pour vous souhaiter la bonne année. Et Lolo. À l'année prochaine. Mais tout le monde adore. Merci mon Max. Et on retrouvera notre super Maxime Sénat, évidemment notre réalisateur. Et puis c'était Léa qui est avec nous au standard aujourd'hui. On vous souhaite un très joli week-end. Faites attention à vous bien sûr et à tous ceux que vous aimez. Bisous.